Alors, l'entreprise, mesdames, messieurs, peut-elle être le lieu de l'impact? Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Est-ce que finalement on ne demande pas un peu trop à l'entreprise? Si on tire le fil de ce que vient de nous dire Mathias Wissra, c'est un peu aussi là où ça se passe. Donc, beaucoup de questions à poser à nos, alors 3 plus 1 invités. D'abord, ceux qui sont ici avec moi au siège du MEDEF en présentiel, que je vais immédiatement vous présenter. Noël Boza. Bonjour Noël, vous êtes le fondateur de ZEI. Écologie, on dit ZEI, hein. Et membre du COMEX 40 du MEDEF. Merci à vous d'être ici. Vous nous direz ce que veut dire ZEI. Je m'en suis souvenu, puis j'ai oublié. Donc vous nous direz. Juste à côté de vous, Elodie Bossan. Bonjour Elodie. Vous êtes associée fondatrice de Tenzing, membre du conseil d'administration de l'EPID. Bienvenue parmi nous. Quentin Bordet, bonjour Quentin, merci d'être avec nous aussi. Vous êtes cofondateur de Les Collectifs et vous êtes project leader au BCG en Climate and Sustainability, en fait en climat et développement durable. Voilà. Et puis en distanciel, dans le cyberespace aussi, j'accueille Evan Jeanne-Rose. Bonjour Evan, vous êtes vice-président de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes et membre du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Merci à vous d'être parmi nous. Alors peut-être une première question sur cette entreprise politique, sur ce qu'on attend de l'entreprise. Peut-être Elodie, honneur à vous. Oui, tout à fait, vous allez prendre un micro. Voilà. Vous êtes donc à la tête d'un cabinet de conseil un tout petit peu particulier. Peut-être 2 mots sur Tenzing quand même, et en quoi ce cabinet est-il particulier? Alors Tenzing est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, labellisé Bicorp et entreprise à mission, qui s'est créé en 2016 autour d'une raison d'être. En tout cas, c'est avant que le statut existe. Vous avez devancé la loi Pacte en fait, hein. En tout cas, c'était un souhait de notre part, donc de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de milieux populaires à travers notre métier, qui était le métier du conseil, dont l'accès est très, où le poids du diplôme de grande école est extrêmement prégnant. Donc ça a été de mettre en place un mode de recrutement qui s'affranchissait de cette convention. Et d'autre part, surtout ici, on est au MEDEF, donc nous on a renoncé à nos parts, on est détenu par une association et on reverse nos dividendes à des associations œuvrant à l'égalité des chances. En particulier dans le monde éducatif. Particulièrement sur le monde éducatif, qui est, dans le milieu populaire, l'école joue un rôle fondamental. Si vous avez du mal avec vos études, quelle que soit la formation, ça limite vos possibilités de progression et d'insertion. Donc si je comprends bien, à la fois à Tenzing en termes de recrutement et je dirais de philosophie globale, mais aussi auprès de vos clients, il y a une philosophie particulière. Vous ne demandez pas, par exemple, à vos clients de renoncer à leur part? Rassurer notre auditoire. Non, ça c'est un choix. Il n'y a pas là-dessus de militantisme. Il y a une réflexion, il est vrai, autour du partage de la valeur. Et là, il y a une incitation, ou en tout cas un partage bien volontiers de ce que l'on fait, de ce que ça veut dire. C'est pas simple. C'est un levier aussi de reconnaissance même pour nous. Le métier du conseil est très marqué par ça. Donc il y a eu des renoncements. Qu'est-ce qu'on a sacrifié? Pourquoi? Est-ce que c'était des convictions politiques ou nos histoires personnelles qui faisaient que Quand même peut-être aussi un air du temps, j'imagine. Au moment, oui. Des préoccupations et puis une réalité concrète. Une préoccupation, une interrogation sur finalement la valeur, comment on la partage. Est-ce que nous, on avait besoin à titre personnel d'accumuler? Finalement, on avait déjà de bons salaires. Il y avait une réflexion sur l'accumulation, je pense. On peut dire, je reste avec vous 2 secondes encore, est-ce qu'on peut dire que l'entreprise est le lieu de toutes ces transformations, plus que par le passé, plus que par exemple dans le monde politique ou dans celui des ONG? Je dirais pas que plus que par le passé, l'entreprise a toujours été politique. Il y a eu des grands mouvements de lutte, des évolutions du droit du travail. Donc l'entreprise, en tant qu'organisation, n'est pas plus ni moins concernée et a toujours fait partie toujours été le lieu et des combats et le reflet aussi des réflexions de la société. Noël Boza, je me tourne vers vous. Vous aviez écrit il y a quelque temps une tribune qui disait globalement... qui posait la question de quand c'est la crise, est-ce que c'est vraiment le moment de faire de la RSE? J'imagine la réponse est oui, mais pourquoi? Et peut-être ZEI d'abord, pour commencer, pardon, parce que j'ai...
Alors très très rapidement parce que je vois qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Ouais, puis on a un timer là, mais personne ne voit le timer. Nous, oublions le timer, je m'en occupe. En une phrase, donc Zai, on est une technologie numérique, une plateforme SaaS qui est capable de démocratiser l'impact et la RSE en entreprise grâce à la tech. Donc on est capable d'accompagner des entreprises de toute taille et secteur dans la compréhension de leurs enjeux et leur impact pour l'évaluer, le piloter et surtout pouvoir le communiquer auprès des parties prenantes pour que la RSE et l'impact soient un véritable levier de compétitivité RH ou commercial, bien au-delà des labels et des rapports RSE qui sont malheureusement un peu moins efficaces en termes de communication externe. Et donc pour répondre à la question en temps de crise, est-ce que la RSE c'est indispensable? Avant, peut-être pas. Il y a 20 ans, la RSE c'était vraiment balbutiement. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a un environnement économique et social qui fait que la RSE c'est presque un des meilleurs moyens de sortir d'une crise. On a souvent en tête l'idée d'une RSE un peu à la papa, où c'est plus cher, c'est pas très sexy, c'est un sacrifice en temps et en argent. Voire un supplément d'âme. Voilà. Aujourd'hui, on a énormément d'atouts et d'avantages qui sont montrés par plein d'études. En termes de marque employeur, c'est 2 tiers des jeunes qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sens est passé premier devant le salaire dans la motivation des collaborateurs. Et on sait qu'un collaborateur qui n'est pas motivé coûte à peu près 13K de coûts RH à l'entreprise. Donc rien qu'en termes de marque employeur, pour attirer des talents et motiver ceux qui existent, qui sont déjà en interne, c'est indispensable. En termes de différenciation de la concurrence, c'est 80% des Français qui ont déjà changé d'habitude de consommation pour des raisons environnementales. Donc en B2C, énorme potentiel. Et en B2B, je pense que vous le savez, on a près de 60% des grandes entreprises qui ont déjà défini des stratégies de neutralité carbone en 2050. Donc Scope 3 inclus, donc leurs fournisseurs sont inclus dans la démarche, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise B2B qui s'engage vraiment sur des sujets comme le climat vont gagner plus facilement des appels d'offres et vont motiver, fidéliser un peu plus facilement leurs clients. Et même les investisseurs aujourd'hui commencent à chercher de l'impact et à financer des entreprises qui s'engagent vraiment, qui ont une politique ESG, mais qui ont surtout un produit ou service à impact positif, et on pourra revenir sur la définition de l'impact. Et donc même pour lever des fonds en cas de crise, c'est plus simple quand on fait de la RSE. Et donc pour sortir d'une crise, ce triptyque entre la loi qui arrive, les consommateurs, les acheteurs en B2B, les salariés à motiver, cet ensemble d'atouts fait qu'on est beaucoup plus compétitif aujourd'hui quand on fait de une RSE profonde et quand on arrive à bien la communiquer. Donc c'est quelque chose qui est objectivement rentable. Si, dans certaines conditions, si c'est bien fait et si ça intègre l'impact et pas simplement quelques cases à cocher de la RSE un peu historique. Alors comment on fait, par exemple, Quentin, je me tourne vers vous, pour ne pas seulement cocher des cases? Comment on fait pour je me souviens que je crois que le BCG avait organisé une conférence il y a quelques années pour Boldly Innove. Comment on passe de la théorie à la pratique? C'est un peu les collectifs. Alors que fait les collectifs? Les collectifs, c'est un nouveau mouvement d'engagement en entreprise, en fait, qui a été créé en 2021 par une tribune. Donc c'est une association, c'est un réseau aujourd'hui de collectifs de salariés, alors des petits, des gros, dans des entreprises industrielles, dans des entreprises de services. Mais c'est un mouvement qui a émergé ces dernières années un peu spontanément, avec des personnes qui se posaient la question justement de... C'est issu du manifeste pour le réveil écologique? Alors c'est un peu différent, manifeste écologique c'était côté étudiant et là c'est le pendant en fait, une fois dans que les vous entreprises. êtes dans l'entreprise. Moi j'ai créé mon collectif en 2018. Alors personnellement mon parcours, c'est après j'ai pris ma claque écologique et je me suis dit c'est la méta cause sur laquelle il faut s'engager. Et quand votre question c'est comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique, et après il y a un peu un mur de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé que les enjeux étaient si grands et qu'en fait on se sent assez impuissant. Et la réponse que moi j'avais trouvée à l'époque, c'était de me dire je vais essayer de mener des actions dans mon entreprise avec les personnes qui sont mes collègues, donc que je vois globalement 8 heures au moins par jour. Et donc moi j'ai fait mon bonhomme de fin. On a créé un collectif, on était 5, puis 20, puis 50, puis 100. Et c'était en 2018. Et en 2020, fin 2020, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait ce genre d'initiative qui existait dans plusieurs entreprises. Donc, il y a une vingtaine, on s'est rassemblés et en fait, on a travaillé sur cette tribune manifeste qu'on a publiée dans les Échos en avril, donc il y a 2 ans, en avril 2021,
pour expliquer ce que c'était qu'un collectif, parce que les collectifs, c'est aussi une manière de faire. C'est quand vous dites comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique, c'est on fait. C'est-à-dire que demain, je veux avoir un impact dans mon entreprise, je peux faire de la sensibilisation. Donc je peux aller faire des fresques du climat pour des centaines de personnes avant que ça devienne le nouvel alpha et oméga de la formation d'entreprise. Je peux aller interroger ma direction sur la pérennité du business model, ou même faire des propositions pour en fait aller plus vite. Je peux ou lancer le bilan carbone de mon entreprise. Et donc à 27, on a écrit cette tribune en 2021. Et aujourd'hui, il y a des collectifs de taille et de mode d'opération variés. Vous avez infiltré le système, en fait, si on résume. Ouais, c'est pas infiltré, parce qu'en fait, ça vient pas de l'extérieur. C'est en fait comment, aujourd'hui, il y a plus de la moitié des personnes, enfin Noël, tu le disais, trouver des réponses et s'engager personnellement pour la transition écologique, sociale et sociétale, comme le disait Mathias Vichra, ça concerne plus de la moitié des Français en font une priorité. Donc en fait, c'est même pas s'infiltrer, c'est comment est-ce qu'on révèle, c'est prendre la place. Comment est-ce qu'on le rend concret, en fait. Et donc par rapport à la question, est-ce que l'entreprise est le lieu de l'action ? Oui, parce qu'en fait, il y a 25 millions de personnes qui vont travailler, il y a 25 millions d'actifs en France qui passent, j'imagine, à peu près 8 heures par jour. Donc l'entreprise peut-elle être le lieu de l'impact ? En tout cas, c'est le lieu où 25 millions de personnes passent 8 heures par jour. C'est les revenus du CAC 40, c'est équivalent au budget de l'État français. Et les revenus du top 1000 des entreprises en France, c'est l'équivalent à la capacité d'investissement nécessaire par année pour faire la transition, alors net zéro, en tout cas la transition climatique. Donc la transition se fera avec les entreprises ou se fera pas. Et en tout cas avec les collectifs, nous on essaie de défricher, de voir comment est-ce qu'on peut engager de manière assez large les dirigeants d'entreprise avec les forces vives de l'entreprise, donc les salariés et plus largement les managers. Evan, Jeanne-Rose, vous nous entendez ? Je ne vous oublie pas. Vous êtes là ? Vous nous entendez ? Petit problème de son. Alors nous sommes donc en direct. Evan, vous nous entendez ? C'est bon ? Ok, merci. Et vous avez entendu le début de la conversation. Qu'est-ce que vous auriez à répondre, vous, sur ce lieu de l'impact et comment vous-même vous l'envisagez dans vos activités ? Bonjour à vous. J'espère que vous m'entendez. J'ai Très bien, parfaitement. Il y a 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, je l'envisage d'abord du côté des foyers de jeunes travailleurs, parce que je représente quand même ce réseau du logement des salariés, des jeunes qui sont en train de rentrer dans le marché du travail. Et en fait, ils viennent travailler dans vos entreprises de la journée et puis le soir, ils reviennent chez nous. Puis le matin, on peut les voir avant qu'ils repartent dans vos entreprises. C'est de là que nous, on regarde les jeunesses et on est souvent le premier partenaire des employeurs sur ces questions-là. Nous, ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, je pense pas que l'entreprise soit le lieu de l'impact seul. Elle peut ne l'être qu'avec son environnement et avec l'idée que, d'une part, le jeune n'a pas envie de dissocier son identité, c'est-à-dire que il sera pas le travailleur la journée puis l'engager le soir. Il a envie de s'engager tout au long de la journée et être travailleur ou en tout cas actif dans sa vie toute la journée. Et puis, le deuxième aspect, c'est peut-être comment dire ? Moi, j'arrive du champ plutôt de l'économie sociale et solidaire, qu'on dit être très porteuse de sens. Et puis, j'ai porté un avis sur la crise des métiers dans ce champ-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans des associations porteuses de sens et qui ont eu une forte idée politique du travail, c'est-à-dire que le travail, c'était aussi une action politique plutôt sur les questions sociales dans notre champ, mais aussi sur les questions environnementales. Elles ont perdu de l'attractivité quand elles ont perdu cette dimension-là et qu'elles se sont concentrées sur la seule notion de performance ou de production et que finalement, les salariés, quand ils venaient au travail, arrêtaient de parler de politique, arrêtaient de parler de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, vers où on va, etc. Et je rejoins assez bien les propos qui ont été évoqués de dire l'entreprise, elle a toujours été politique et peut-être qu'il faut surtout lui redonner la possibilité d'être politique, d'être un lieu de socialisation et puis en lien avec son environnement parce qu'elle n'est pas toute seule sur son territoire à agir. Élodie Bossan, vous évoquiez tout à l'heure les certifications, vous êtes Bicorp. Et en même temps, on a bien vu que la question n'est pas seulement, alors je reprends l'expression cocher les cases, désolé, mais comment cette transformation, elle s'engage, je dirais, au jour le jour dans les pratiques quotidiennes. On a parlé de marque employeur, on a vu avec Evan qu'il n'y a pas de segmentation entre la vie d'un individu dans l'entreprise et puis ce qu'il fait en dehors.
Comment on accélère ce mouvement et au-delà de la loi Pacte, au-delà des affichages? Au-delà des affichages, il y a une réflexion autour du pourquoi, en fait. Pourquoi une entreprise se décide de se lancer. Je vais reprendre tout à l'heure ce que vous évoquiez. Si c'est un sujet strictement de marque employeur, on ne va pas mettre les mêmes moyens. Parce que pour générer, améliorer sa marque employeur, on n'a pas besoin de changer complètement son modèle. Les candidats comme et les jeunes aussi ont des niveaux de maturité extrêmement différents, de sensibilité, de connaissance des enjeux climatiques, des enjeux sociaux. Donc les vrais sujets pour moi de transformation, c'est de savoir, pour une entreprise, quelles sont ses marges de manœuvre, du temps dont elle dispose. Ça nécessite aussi une stabilité du management, parce qu'il y a des effets d'acculturation qui sont importants. Il faut réussir à comprendre pourquoi on va générer de l'impact. Que l'impact va être peut-être pour nos collaborateurs, mais va être aussi pour la société. Mais on ne va pas le mesurer de la même façon, on ne va pas être dans la même échelle de temps. Donc finalement, pour qui on va poursuivre cette mission-là? Les labels et les certifications, par exemple, nos Bicorp nous a beaucoup aidés pour repasser en revue un peu tous nos processus et de voir là où on était. Ça dressait quand même une cartographie. Parce que vous pouvez être vite soit démunis, soit partir avec vos idées préconçues de ce que pourrait être votre impact, de là où vous êtes bon et finalement là où vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas. Et puis il y a des champs où en fait vous pouvez difficilement, où c'est plus difficile d'y aller parce qu'en même temps il y a une logique de ne pas partir non plus complètement tout seul parce que ça peut être vite démoralisant pour une entreprise d'être la seule à partir, de ne pas en voir un bénéfice immédiat et que ça puisse être parfois même un désavantage. Là encore, je donne le cas de Tenzing, mais d'avoir ouvert notre recrutement mécaniquement, à allonger nos délais de recrutement. Donc il faut accepter qu'on a des missions qu'on ne peut pas faire tout de suite. Et finalement, pour à des fins de bénéficiaires et d'un message vis-à-vis de la société. Ça fait penser qu'il peut y avoir aussi des éléments de frustration. Ça ne va pas assez vite, on n'y arrive pas. Le fait par exemple, de se voir comme un jour comme aujourd'hui ou d'être dans des collectifs, est-ce que ça permet de se sentir moins seul et d'aller se sentir moins seul, ensemble, de partager aussi des bonnes pratiques, de partager ses difficultés. Enfin, moi, je crois beaucoup au fait de se partager là où on a du mal. Parce que sinon, si on n'est que dans une logique de communication et de dire tout ce qu'on fait bien, il y a des moments où, en fait, on se confronte à des murs, on a des parties prenantes qui ne sont pas forcément sensibles. Il y a des arbitrages aussi financiers qui se posent. Noël, vous évoquez, ça date donc de 2000... Zaï, ça date de quelle année, pardon? Lancement de la solution entreprise, 2017. 2017. Bon, là encore, on le disait tout à l'heure, 5-6 ans, mais en même temps, ça va très vite. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir convaincu autour de vous? Et est-ce que finalement, la situation objective fait que les gens sont plus convaincables que par le passé? Alors, par le passé, il y avait quand même des intérêts, mais les intérêts des entreprises à l'époque, c'était les entreprises qui étaient un petit peu impact natives. Et je pense que c'est bien peut-être de séparer celles qui sont engagées dans la RSE et celles qui sont à impact. Qui s'y mettent. Ouais. Qui se mettent concrètement. La différence entre les deux, c'est que dans une politique RSE, telle que c'est expliqué, dire un peu à l'ancienne, le but est de réduire l'impact négatif, de réduire ma pollution, les inégalités en interne. Mais le nouveau terme entreprise à impact est un poil différent. L'entreprise à impact a un produit, un service ou un business model qui a un impact positif sur la société ou l'environnement. Donc c'est un petit peu différent, peut-être séparer les deux. Avant, c'était beaucoup d'entreprises impact natives qui s'y mettaient. Les champions du type Insect, les Too Good To Go, qui avaient un modèle dès le début qui était impact. Et aujourd'hui, ce sont de plus en plus d'entreprises qui étaient, on va dire, un peu RSE avant, qui se contentaient de l'ISO 26000 ou de réduire au maximum les externalités négatives et qui commencent à se poser la question, ça ne va pas assez loin. Si je veux vraiment être sincère dans ma démarche RSE, il faut que je passe à l'étape suivante et que je commence à transformer mon produit, mon service ou mon business model. Certains y vont parce qu'ils sont conscients qu'il n'y a pas le choix, sinon dans 20 ans, le modèle de société n'est pas garanti, je vais dire ça gentiment, soit parce qu'elles sont conscientes que le salarié ou le client s'en fiche un petit peu au final que je trie mes déchets ou que j'ai une charte de politique achat responsable. Maintenant, ce que je veux, c'est acheter un produit ou service qui est plus durable que celui d'un concurrent, ou travailler pour une entreprise qui a un sens, qui a une mission dans sa raison d'être, en quelque sorte. Et donc ça, je dirais que ce switch vers l'impact, ça fait
Alors, je dirais 3 ans. Après, c'est subjectif. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes ordres de grandeur en termes temporaires. Juste mais pré-Covid, quoi. Un petit peu avant pré-Covid, voilà, c'est ça. 2019, 2018, 2020, c'est là où ça a vraiment accéléré sur ces sujets d'impact et qu'on en a commencé à en parler. La plupart des fonds à impact se sont lancés dans cette période-là. Evan, vous êtes toujours avec nous? Evan, Oui, vous nous entendez? Ok. Alors, je suis là. Oui, mais votre image est un peu figée. Enfin, elle est totalement figée. Donc, mais on vous entend, c'est le principal. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous veniez de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Dans quelle mesure diriez-vous que les principes fondateurs de l'ESS ont infusé dans le reste de l'économie? C'est une sacrée question. Vous revoilà. D'accord, super. Je me demandais sur quoi j'étais figé. C'est une très bonne question que vous posez. En quoi ça a infusé? Je pense que l'ESS a toujours été, et j'espère restera toujours, un laboratoire un peu d'anticipation et d'engagement pour des salariés et des travailleurs là-dessus. On a la particularité dans l'ESS, mais ça vous le savez, d'être principalement non lucratif ou à lucrativité limitée, c'est-à-dire que la majorité de nos professionnels de travail ne servent pas pour s'enrichir, mais les personnes qui s'engagent, elles sont en responsabilité ou dirigeants également. Et du coup, ils réfléchissent, ça pose des questions de sacrifice, ça a été plutôt bien exposé tout à l'heure. En tout cas, il y a toute cette réflexion qui se pose sur qu'est-ce que ça engage pour nous. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on veut démontrer que ça existe et qu'on peut faire une économie un peu différente. Après, là où on est pris dans le SS, c'est dans cette croyance que ça suffit et que parce qu'on a ça et qu'on propose ça aux salariés, du coup on répond à leur envie, à leurs demandes et à leurs besoins. Et sans doute que c'est un peu faux, puisque finalement il y a une forte demande sur les questions de conditions de travail, sur les questions de management aussi, d'accompagnement du management, de présence auprès de lui des salariés pour agir, et notamment des plus jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, c'est pas pour eux plus idyllique de travailler dans l'ESS que ailleurs, du moment que les conditions sont bonnes. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu précurseur, comme je vous l'évoquais, sur la capacité à dire, sur telle question écologique, peut-être on peut changer le modèle d'affaires à tel endroit ou à tel autre. On a moins d'engagement personnel dans nos modèles d'affaires, donc on peut aussi se permettre de prendre quelques risques qui sont un peu différents. Et je pense que ça, c'est à défendre également. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est de la connexion. Non, la connexion, mais vous inquiétez pas sur la connexion. S'il y a un problème, je vous le dis, tout va bien, tout le monde entend bien. Bon. Ouais, très bien. Alors, je voulais quand même réagir juste, je vous en prie. parce que il y a une question qui se pose du côté des modèles du mouvement Habitat Jeune, des modèles de foyers de jeunes travailleurs. Nous, les jeunes qu'on observe, ils travaillent principalement avec des artisans dans des postes d'employés, d'ouvriers et autres. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir dissocier potentiellement qu'est-ce qu'ils envisagent de leur entreprise et quel est l'impact qu'ils souhaitent de leur entreprise. Ils y sont attentifs, et ça a été assez bien dit, mais pas dans les mêmes termes, je pense, que les cadres, les personnes issues de grandes écoles ou de grandes études, qui ont une conscience écologique et surtout un capital culturel qui leur permet de penser ces différentes dimensions et d'en faire quelque chose, ou en tout cas de se donner les moyens d'agir. Les jeunes qui sont plutôt sur des postes d'employés et d'ouvriers, de cadres intermédiaires, ils le tentent également, mais ils sont un tout petit peu plus soumis aussi aux logiques du marché du travail et de l'emploi, puisque un peu plus en tension. Et puis, ils sont aussi très attentifs aux conditions de travail et à leur santé principalement. Ça, si je vous l'évoque, c'est qu'on en parle actuellement au CESE sur ce sujet-là. C'est de voir à quel point les plus jeunes sont attentifs à la dégradation potentielle de leurs conditions de travail et en quoi leur métier impacte dans leur vie personnelle ou dans la vie de leur territoire de vie en tant que tel, pas forcément sur des enjeux non plus tout le temps climatiques, parce que leurs entreprises d'action, elles sont pas forcément internationales, elles peuvent être très ancrées localement, et donc du coup c'est là où il se pose la question de l'impact également. Alors, la transition est trouvée. Moi, c'est une question que je voulais vous poser aussi un peu à tous les trois. On a beaucoup parlé d'écologie au sens large, d'environnement, mais l'impact, il a lieu aussi sur les questions de genre. Alors, vous n'étiez pas là au début, mais Frédéric Dabi nous en a beaucoup parlé. D'égalité salariale. Est-ce que ça, c'est des choses que vous sentez poindre dans les entreprises dans lesquelles vous êtes ou que vous dirigez, Quentin, par exemple ? Dans le manifeste qu'on avait publié en 2021, on avait dit transition écologique et sociale. Et alors souvent, on veut réduire cette partie à la partie écologique, mais en fait... Puis la question des inégalités, on verra plus tard un peu, c'est ça Ouais, et en fait, on en est globalement plus à ce stade-là. Maintenant, on sait que ces causes-là et ces enjeux-là, en tout cas, sont liés. Sont complètement liés, et qu'en fait il faut les prendre ensemble et de manière holistique, en fait. C'est le mot qui est souvent utilisé. Mais vous pouvez l'utiliser parce que c'est la première fois qu'on l'utilise.
Ah, Là, bon, aujourd'hui. donc j'ai le droit, génial. On a Non, droit mais à un holistique et un systémique, ensuite c'est fini. Bon, je laisse le systémique Ok. aux autres, mais je le pense très fort aussi. Et du coup, ce qui veut dire que dans l'engagement, les entreprises en fait vont devoir répondre à ces enjeux écologiques et sociaux. Et même dans ce que je vois, moi, de l'engagement des personnes dans les collectifs, c'est ce qui les fait se bouger, en fait, c'est ce qui les fait se mettre en mouvement. C'est de se dire comment est-ce que l'entreprise va participer à résoudre à ces sujets, à répondre à ces sujets écologiques et sociaux. Et par exemple, le bon niveau de prix pour un service, tout ça, c'est des questions qui ont une dimension écologique, qui ont aussi une dimension de partage de la valeur, partage du pouvoir, empreinte économique d'un service. Et en fait, il faut les traiter ensemble. Elodie Bossan, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre, disons, de la cohérence globale, pour utiliser un autre synonyme? Oui. Enfin, là, je rejoins les propos des vannes. Quand on parle des jeunes, on n'a pas, c'est pas des populations complètement homogènes selon où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on habite. On procède à des arbitrages un petit peu différents. Le sens, je pense, tout le monde a toujours voulu avoir un travail sensé. Personne n'a voulu travailler de manière insensée. Sauf que par moment, se pose la question comme ça, il est intéressant en tout cas. Non, mais comment je paye mon loyer, personne n'a toujours envie de se délocaliser, donc on préfère rester parfois dans sa région, on prend un type de job parce qu'on a d'autres arbitrages. Donc je pense que nous, dans les organisations et de la position dont l'on part, c'est aussi d'avoir un peu d'humilité et de se dire qu'on n'est pas la norme aussi. On a, nous, la chance de pouvoir choisir, d'arbitrer, de refuser. Mais tout le monde ne peut pas refuser un emploi sous prétexte d'absence de sens. Et en même temps, il y a beaucoup de métiers, on est tous d'accord à trouver qu'ils ont extrêmement beaucoup de sens, pourtant aucun d'entre nous n'irait l'exercer. Donc je pense que le fond, c'est quand même de nous interroger de la place d'où on parle, vis-à-vis des jeunes. On dit souvent d'ailleurs que les transformations commencent par nous-mêmes. Soi-même, et après, c'est peut-être ainsi qu'on peut s'interroger sur ce qu'on reconnaît avoir de la valeur ou pas, et de procéder à d'autres... Vraiment, je pense d'autres arbitrages dans les organisations. Et là encore, je distinguerais une petite entreprise d'une grande, une entreprise en région d'une entreprise francilienne. C'est pas du tout les mêmes mécaniques et les mêmes contraintes de marché. Noël, vous diriez que quand on commence à tirer le fil environnemental, il y a tout qui vient avec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Alors tout est lié, c'est sûr, mais en effet, en France, les entreprises vont plutôt se dire c'est l'environnement la priorité parce qu'en tant que Français, on est déjà plutôt pas mal sur les sujets d'inégalité, parité homme-femme, ce que je ne partage pas. Et je pense que cette erreur vient du fait qu'on mélange très souvent la RSE, on met tout dans le même panier. On met la gouvernance, le social et l'environnement ensemble pour avoir un score unifié ou un label unifié ou un score EcoVadis, où tout est mélangé. Et avec cette approche-là, le souci, c'est qu'on va faire sa matrice de matérialité, on va chercher à identifier les enjeux principaux. Et si je suis dans l'énergie, je vais dire l'enjeu majeur, c'est le climat. Si je suis agriculteur, l'enjeu majeur, c'est l'eau, la biodiversité. Et du coup, le social et la gouvernance passent en second. Et donc, c'est important. Du coup, est-ce que c'est pas un super casse-tête? Pas si on sépare les trois piliers. Okay. Et qu'on dit dans l'environnement, dans l'agriculture, par exemple, l'enjeu majeur, en effet, c'est l'eau, la biodiversité, le climat, c'est peut-être un peu plus secondaire. Par contre, sur le social, je fais une nouvelle matrice de matérialité où là, j'identifie le temps de travail, comment est-ce que les agriculteurs sont payés. Si je suis dans la formation, l'inclusion, la diversité qui est plus important peut-être que d'autres sujets sociaux. Mais d'aborder le social à part et la gouvernance à part, ça permet d'éviter de tomber dans ce piège, de faire du climat, j'ai fait mon bilan carbone et c'est bon, j'ai fini, merci, au revoir, quoi. Ok. Alors, évidemment, tout ça, vous le dites, c'est un vrai casse-tête. J'entends dans mon oreille le murmurer très fort. Comment on fait pour ne pas se décourager? C'est ma dernière question. On fait. Ok. Non, mais pour pas se décourager... il y a un défi, le défi est immense en fait. On saura si on a réussi les transitions dans 10, 20, 30 ans. Et en fait, on ne sait pas si on va réussir. Donc, il faut arriver à gérer, vous parliez de frustration, il faut aussi arriver à gérer cette frustration de pendant un temps qui va être relativement long, pas savoir si on aura réussi et en même temps de voir
faire tous les efforts qu'on peut. Donc comment est-ce qu'on fait, nous, avec les collectifs? L'impulsion de départ des personnes, souvent, c'est de se dire je vais faire dans mon entreprise, je vais mener une première initiative de sensibilisation, un bilan carbone, interpeller, rassembler, essayer de mobiliser des collègues autour de moi. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que ce déclic, il crée du positif. On n'est plus seul. Quand on est plusieurs, en fait, on peut mener des actions à plus grande échelle et après s'atteler à les faire grandir. Et là, on est au MEDEF, donc il y a vraiment des dirigeants. Et nous, le message qu'on a pour les dirigeants, c'est en fait, au sein de vos entreprises, il y a plus de 6000 entreprises de plus de 250 salariés en France, donc où il y a forcément une masse critique de personnes sensibilisées sur ces sujets-là. Mais en fait, ça veut dire que déjà à l'intérieur, il y a des personnes qui ont cette sensibilité-là et qui connaissent les entreprises et qui les connaissent sur le terrain à travers leur métier et qui sauront comment réinventer leur métier. Et donc nous, on leur dit, mais en fait, essayez de les identifier et faites des initiatives, écoutez ce que ces personnes ont à raconter, essayez de mettre sur pied des projets assez concrets. Donc voilà, pour pas se décourager, on lance des projets et on s'assure à ce que ces projets n'aient pas des résultats dans 5 à 10 ans, mais qu'on puisse avoir des premières étapes à 3, 6, 9 mois avec les personnes qu'on a Donc si autour. je résume, le court terme, le moyen terme, le long terme, et on essaye d'y aller et de faire, ce qui est pour le coup... Et après, il y a des cadres de référence, le cadre des limites planétaires, les accords de Paris. En fait, tout ça donne quand même un cadre global qu'il faut respecter pour que globalement ce soit vivable pour tous. Mais au-delà de ce cadre long terme, ensuite, il faut s'en approcher. Donc, il faut faire dès maintenant et pas repousser à demain. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je suis vraiment désolé de ne pas vous donner plus longtemps la parole, mais encore une fois, on est un peu pris par le temps. Merci beaucoup à tous les trois avec moi. Merci beaucoup, Sévan, d'avoir été avec nous en distanciel. Et on se retrouve évidemment très vite pour parler d'utopie et entreprise. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Merci à vous. Merci à tous.